Les tensions entre les États-Unis et le Canada viennent d'atteindre un niveau critique. Ce qui ressemblait à de simples différends commerciaux s'est transformé en une véritable guerre économique. Tout a pris une tournure explosive lorsque Doug Ford, le Premier ministre de l'Ontario, a décidé de supprimer une surtaxe de 25% sur l'électricité exportée vers les États-Unis. Une décision qui n'avait rien d'anodin. Elle est intervenue juste après que le président Donald Trump ait relevé les droits de douane sur l'aluminium et l'acier canadien. L'objectif de Ford était d'apaiser les tensions et de ramener les deux nations à la table des négociations. Mais ce geste d'apaisement contrastait avec une mesure prise peu de temps auparavant. Ford avait lui-même instauré cette surtaxe en guise de représailles aux taxes américaines. Cette décision visait directement des États comme le Minnesota, le Michigan et New York, où le coût de l'électricité risquait d'exploser, augmentant potentiellement de $100 la facture moyenne des ménages et ponctionnant environ $400 000 par jour dans l'économie de chaque État concerné. Plutôt que de reculer, Trump a riposté. Non seulement il a maintenu les droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien à 25%, mais il a annoncé leur aggravation à 50%. Une escalade qui a secoué le monde des affaires et déclenché une onde de choc sur les marchés financiers. Le Dow Jones a plongé de près de 600 points avant de limiter ses pertes en clôturant à moins 478 points, soit une baisse de 1,1%. La veille, il avait déjà subi une chute brutale de 900 points. Le S&P 500 a cédé 0,7%, tandis que le Nasdaq a reculé de 0,2%. Face à cette tempête économique, les craintes d'une récession se sont intensifiées, plongeant investisseurs et entreprises dans l'incertitude. Dans l'ombre, Doug Ford a entamé des discussions de haut niveau avec Howard Lutnick, le secrétaire américain au commerce. L'objectif était d'empêcher cette guerre commerciale de dégénérer davantage. La réunion, qualifiée de productive par les deux camps, a conduit Ford à prendre une décision majeure. Il a suspendu la surtaxe sur l'électricité. Ce n'était pas qu'une simple question de taxe énergétique, mais un message clair. Le Canada était prêt à calmer le jeu et à rouvrir le dialogue. L'effet a été immédiat. Trump, qui venait d'annoncer le double des taxes sur l'acier et l'aluminium, a brusquement changé de cap. Finalement, les droits de douane sont restés à 25%. Signe que les décisions économiques étaient prises au jour le jour, influencées par les tensions et les réactions des provinces canadiennes. Mais si le Canada tendait la main, il ne restait pas inactif. En réponse aux mesures américaines, le pays a imposé ses propres représailles. Une taxe de 25% sur 30 milliards de dollars de marchandises américaines. Une riposte massive visant une large gamme de produits allant de l'acier et l'aluminium aux appareils électroniques, en passant par les équipements de sport et les produits en fonte. C'est dans ce contexte que le futur Premier ministre canadien, Mark Carney, a pris position. Il s'est dit prêt à rencontrer Donald Trump, mais pas à n'importe quel prix. Je suis disposé à négocier avec le président Trump, mais uniquement si la souveraineté du Canada est pleinement respectée. Tout accord devra être équilibré et bénéfique pour les deux nations, a-t-il affirmé. Son message était limpide. Il était temps de reconstruire les relations économiques et sécuritaires entre les deux pays, mais sans concessions excessives. Pourtant, alors que les négociations semblaient reprendre un cours plus constructif, Trump a lancé une proposition qui a fait l'effet d'une bombe. La solution la plus simple serait que le Canada devienne notre 51e État. Ainsi, toutes ces guerres commerciales disparaîtraient immédiatement. La réaction canadienne ne s'est pas fait attendre. L'ex-premier ministre Justin Trudeau a balayé cette idée d'un revers de main. Il n'y a pas la moindre chance que le Canada devienne un jour une partie des États-Unis. Même son de cloche du côté du chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, le Canada ne sera jamais le 51e État. Nous sommes et resterons une nation forte, indépendante et souveraine. Cette proposition a été massivement rejetée par la population. Un sondage récent a révélé que 90% des Canadiens s'opposaient catégoriquement à l'idée d'une annexion. Une vague de patriotisme s'est emparée du pays. Partout, on voit fleurir des drapeaux, et la volonté de protéger l'indépendance nationale s'est renforcée. Une résistance qui ne se limite pas au gouvernement fédéral, mais s'étend aux provinces, prêtes à réagir avec leurs propres mesures de rétorsion. En première ligne, la Colombie-Britannique, qui n'a pas tardé à réagir. Son premier ministre, David Eby, a exhorté le gouvernement fédéral à imposer une taxe sur le charbon thermique américain transitant par les ports de la province. L'objectif est de répliquer aux mesures commerciales de Donald Trump tout en alignant cette décision sur des préoccupations environnementales de longue date.
Depuis des années, des groupes écologistes comme Dogwood BC dénoncent le fait que les entreprises américaines utilisent les infrastructures portuaires de la Colombie-Britannique pour exporter leur charbon, alors qu'elles font face à des restrictions sévères sur la construction de nouveaux terminaux aux États-Unis. Un des principaux points névralgiques de ce commerce est le Roberts Bank Superport, situé à Delta, en Colombie-Britannique. Il abrite West Shore Terminals, la plus grande installation d'exportation de charbon en Amérique du Nord. West Shore traite deux types de charbon. Le charbon métallurgique canadien, essentiel à la production d'acier, et le charbon thermique américain, utilisé principalement pour la production d'électricité à l'étranger. C'est là que se joue un paradoxe de taille. Alors que le charbon canadien est soumis à des taxes carbone provinciales, le charbon thermique américain transitant par la Colombie-Britannique échappe à ces taxes. Un avantage qui permet aux producteurs américains de maintenir leur présence sur le marché malgré la montée des résistances. L'ampleur de ce commerce est colossale. En 2023, le port de Vancouver a traité environ 17,6 millions de tonnes de charbon thermique, consolidant son rôle de plaque tournante pour les exportations. Mais ce qui est frappant, c'est que près des 2/3 de ces volumes, soit environ 11,7 millions de tonnes, provenaient des États-Unis. La majorité de ce charbon était extraite dans le Montana et le Wyoming, notamment dans le Powder River Basin, l'une des plus grandes régions productrices de charbon au monde. Toutefois, la Colombie-Britannique n'exporte pas uniquement du charbon américain. Une partie importante provient également des mines canadiennes, principalement situées en Alberta et en Colombie-Britannique même. Peu importe son origine, la majorité de ce charbon est destinée aux marchés asiatiques. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud en dépendent encore largement pour alimenter leurs centrales électriques. Même à l'ère de la transition énergétique, le charbon reste un élément clé de leur mix énergétique, aux côtés du gaz naturel, du nucléaire et des énergies renouvelables. Acheminer ces quantités massives de charbon jusqu'au port nécessite une logistique impressionnante. Un réseau ferroviaire tentaculaire s'étend à travers l'Amérique du Nord, avec les compagnies Canadian Pacific Kansas City et BNSF Railway en première ligne. Ces entreprises assurent le transport du charbon américain en provenance du Montana et du Wyoming jusqu'au port de la Colombie-Britannique, où il est ensuite expédié à l'international. La majorité de ces cargaisons passent par West Shore Terminals, le plus grand centre d'exportation de charbon du Canada, capable de traiter jusqu'à 33 millions de tonnes par an. D'autres installations, comme Neptune Bulk Terminals, jouent également un rôle crucial dans l'acheminement du charbon métallurgique et thermique vers les acheteurs étrangers. Au fil des ans, West Shore Terminals a investi massivement dans l'amélioration de ses infrastructures. Le but est d'accroître l'efficacité des opérations tout en réduisant la pollution liée aux poussières de charbon, une problématique qui préoccupe fortement les communautés locales et les groupes environnementaux. Malgré ces efforts, l'installation reste au cœur des débats sur le rôle du Canada dans le commerce mondial du charbon. Pendant que le gouvernement fédéral répliquait aux taxes américaines, les provinces canadiennes, elles, redoublaient d'ingéniosité pour exercer une pression économique ciblée. Chacune a adopté sa propre stratégie pour riposter aux mesures commerciales américaines, tout en cherchant à renforcer son indépendance économique. L'Ontario a frappé fort, en s'attaquant directement à un marché clé, l'alcool. Le gouvernement provincial a ordonné à la Régie des alcools de cesser la vente d'alcool en provenance des États-Unis. Un coup dur pour les distilleries américaines qui comptaient sur ce marché lucratif. Le Québec n'a pas tardé à suivre le mouvement. Sous l'impulsion de son premier ministre François Legault, la province a utilisé ses pouvoirs réglementaires pour ralentir l'influence américaine dans les contrats publics. Legault a ordonné au Conseil du Trésor de réévaluer tous les contrats impliquant des fournisseurs américains en privilégiant les entreprises canadiennes et internationales. Mais le coup le plus symbolique est venu de la Société des alcools du Québec, qui a pris une décision radicale, retirer tous les spiritueux américains de ses étalages, amplifiant ainsi la confrontation économique. Cette vague de représailles provinciales ne s'est pas arrêtée là. D'autres provinces ont rapidement emboîté le pas, multipliant les mesures de rétorsion contre les produits et services américains. L'Alberta, d'abord prudente en raison de ses liens commerciaux étroits avec les États-Unis, a fini par adopter une approche plus offensive. Après plusieurs semaines de réflexion, la première ministre Danielle Smith a validé un plan visant à taxer les produits américains pouvant être facilement remplacés par des alternatives canadiennes ou internationales. Contrairement aux réactions immédiates d'autres provinces, l'Alberta a choisi une stratégie à long terme, restructurer ses chaînes d'approvisionnement pour réduire progressivement sa dépendance aux importations américaines. La Colombie-Britannique, de son côté, a opté pour une réponse politique.
David Eby a annoncé que la régie de distribution des alcools de la province cesserait d'acheter de l'alcool provenant des États américains dirigés par des républicains. Une mesure hautement symbolique, destinée à envoyer un message politique clair, sans pour autant perturber complètement les relations commerciales avec le reste du pays. Sur la côte Est, la Nouvelle-Écosse a choisi de frapper là où ça fait mal, le tourisme. Le Premier ministre Tim Houston a doublé les péages pour les véhicules américains empruntant les autoroutes de la province, rendant le passage plus coûteux pour les visiteurs venus des États-Unis. Dans la foulée, la Nova Scotia Liquor Corporation a suivi l'exemple de l'Ontario et du Québec en retirant les spiritueux américains de ses magasins. D'autres provinces ont encore durci le ton. Le Manitoba et l'île du Prince-Édouard ont décidé d'aller plus loin en imposant une interdiction totale sur les importations d'alcool américain. Pour les premiers ministres Wab Kinew et Dennis King, cette mesure était nécessaire pour protéger les entreprises locales et ne pas laisser les producteurs canadiens payer le prix d'une guerre commerciale injuste. Leur message était clair. L'économie canadienne devait passer en priorité. Même le Yukon a rejoint la bataille économique. Son premier ministre, Ranj Pillai, a annoncé un gel total des importations d'alcool américain et une révision des contrats publics impliquant des entreprises américaines. Les autorités du territoire ont même envisagé d'imposer des péages sur les véhicules américains traversant la région. Bien que cette dernière mesure ait été mise en attente pour l'instant, son simple examen montre jusqu'où les provinces canadiennes sont prêtes à aller pour défendre leurs intérêts. Ces actions provinciales ont eu un effet bien concret. Elles ont intensifié la guerre commerciale et amplifié les perturbations économiques. Avec des mesures de rétorsion s'accumulant des deux côtés de la frontière, la relation commerciale entre les États-Unis et le Canada est entrée dans une zone de turbulence sans précédent. Ces tensions commerciales croissantes n'étaient pas seulement une question de politique et de fierté nationale. Elles avaient des conséquences réelles sur l'économie des deux pays. Le commerce entre les États-Unis et le Canada avait toujours été colossal, atteignant 773 milliards de dollars en 2024. Mais la multiplication des barrières tarifaires a rapidement bouleversé cet équilibre. En réponse aux mesures américaines, le Canada a imposé des droits de douane sur environ 20,7 milliards de dollars de produits américains, touchant une large gamme de secteurs. L'électronique, les équipements sportifs et les matériaux industriels comme la fonte ont été particulièrement visés. Ces nouvelles taxes ont provoqué des perturbations en cascade, affectant les chaînes d'approvisionnement et faisant grimper les coûts pour les entreprises et les consommateurs des deux côtés de la frontière. Parmi les industries les plus durement touchées, l'automobile s'est retrouvée en première ligne. Les constructeurs américains dépendent fortement de l'acier et de l'aluminium canadien pour produire leurs véhicules. Avec l'augmentation des droits de douane, le coût de ces matériaux essentiels a grimpé en flèche, menaçant directement la rentabilité des constructeurs. Un modèle emblématique comme le Ford F-150, l'un des véhicules les plus vendus en Amérique du Nord, illustre parfaitement cette pression financière. Sa carrosserie et son châssis reposent en grande partie sur l'aluminium, et l'augmentation des tarifs pourrait ajouter environ 400 $ au coût de production de chaque camion. Face à cette hausse des coûts, les fabricants n'avaient que trois options: absorber eux-mêmes cette perte, répercuter la hausse sur les prix de vente ou trouver des moyens de réduire leurs dépenses ailleurs. Quelle que soit la décision, elle risquait d'affecter le marché. Soit les consommateurs allaient devoir payer plus cher, soit les entreprises allaient réduire leurs effectifs ou leurs investissements pour compenser. Mais l'industrie automobile n'était pas la seule concernée. D'autres secteurs ont subi les effets de cette guerre économique. L'électronique grand public, notamment les ordinateurs et tablettes qui traversent régulièrement la frontière, a vu ses prix augmenter en raison des nouveaux tarifs. Pour les détaillants américains, cela signifiait un dilemme: augmenter les prix pour compenser les taxes ou réduire leurs marges pour rester compétitifs. Résultat, soit les consommateurs payent plus cher, soit les entreprises voyaient leurs profits fondre. Même le marché des équipements sportifs et de plein air a été pris dans la tourmente. Des produits comme les bâtons de hockey, les vélos et les équipements de fitness, souvent fabriqués ou assemblés au Canada avant d'être vendus aux États-Unis, ont subi des surtaxes, augmentant les coûts pour les détaillants américains. Ces hausses de prix risquaient de se répercuter sur les consommateurs, rendant ces articles plus coûteux et freinant potentiellement la demande. En parallèle, un autre secteur était en train de vaciller sous l'effet des mesures canadiennes: l'industrie du charbon américaine. La Colombie-Britannique, un point de passage stratégique pour les exportations de charbon thermique américain, envisageait d'imposer de nouvelles restrictions sur ses expéditions, une mesure qui pourrait s'avérer désastreuse pour les producteurs américains.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, les États-Unis ont exporté environ 85,9 millions de tonnes courtes de charbon vers 71 pays, représentant environ 14% de leur production totale. Une part significative de ces exportations, soit 12,9 millions de tonnes courtes d'une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars par an, transitait par le port de Vancouver. Si la Colombie-Britannique venait à fermer ses portes aux expéditions de charbon américains ou à imposer de lourdes taxes, les compagnies minières américaines seraient donc confrontées à un sérieux casse-tête logistique. Les producteurs de charbon américains disposent de peu d'alternatives. Avec des infrastructures portuaires limitées sur la côte ouest des États-Unis, ils seraient contraints de trouver d'autres itinéraires, plus longs et plus coûteux. Ils pourraient être forcés de réorienter leurs expéditions vers des ports plus éloignés ou de s'appuyer sur des réseaux ferroviaires moins efficaces, ce qui ferait grimper les coûts et rognerait leurs bénéfices. Pour des États comme le Montana et le Wyoming, où l'industrie du charbon joue un rôle clé dans l'économie locale, une telle perturbation pourrait avoir des conséquences dramatiques. Sans accès au marché asiatique via le Canada, certaines mines pourraient devoir ralentir leur production, voire fermer complètement. Cela signifierait non seulement des pertes financières massives, mais aussi la disparition de milliers d'emplois, avec des effets en cascade sur les fournisseurs, les réseaux de transport et les communautés dépendant de cette industrie. Et l'impact ne se limiterait pas aux États miniers. Une baisse des exportations de charbon entraînerait une diminution des revenus commerciaux pour les États-Unis, affectant leur balance commerciale et exacerbant les préoccupations économiques déjà croissantes. Mais le charbon n'était qu'un des nombreux secteurs pris dans la tempête. L'offensive économique canadienne n'était pas une simple posture symbolique. Elle pesait véritablement sur les entreprises américaines. Avec 20,6 milliards de dollars de marchandises soumises à des surtaxes canadiennes, l'impact se faisait sentir à tous les niveaux. Du secteur industriel aux biens de consommation, la hausse des coûts réduisait la compétitivité des produits américains sur le marché canadien. Pour de nombreuses entreprises, cette nouvelle donne s'est traduite par une baisse notable des ventes. Certaines ont dû réduire leur activité, tandis que d'autres ont préféré absorber les coûts supplémentaires pour éviter de perdre leur clientèle canadienne. Mais ce choix n'était pas viable sur le long terme, et pour plusieurs entreprises, ces tensions commerciales risquèrent d'entraîner des pertes considérables. Au-delà des entreprises, ce sont aussi les consommateurs qui subissaient les conséquences de cette guerre commerciale. Avec l'augmentation des coûts de production et des droits de douane, les prix à la consommation ont commencé à grimper. Qu'il s'agisse d'appareils électroniques, d'électroménagers ou de matériaux de base, l'effet boule de neige s'est fait ressentir dans de nombreux secteurs, alourdissant les factures des ménages. Ces tensions économiques ont fini par inquiéter les marchés financiers. L'incertitude entourant l'avenir des relations commerciales entre les États-Unis et le Canada a alimenté la volatilité boursière, contribuant à des fluctuations importantes sur les indices américains. Les investisseurs, craignant des conséquences plus larges sur la croissance économique, ont commencé à adopter une posture plus prudente, ralentissant les investissements et accentuant encore l'instabilité. L'impact combiné de ces mesures tarifaires soulève une question essentielle. Ces tensions commerciales marquent-elles un tournant durable dans les relations entre le Canada et les États-Unis? Les effets se feront-ils sentir sur le long terme ou s'agit-il d'une escalade temporaire? Les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis ont atteint un niveau inédit. Ce qui avait commencé comme un simple bras de fer tarifaire s'est transformé en une véritable bataille économique, impactant des industries clés, perturbant les chaînes d'approvisionnement et alimentant l'instabilité des marchés. Des secteurs aussi stratégiques que l'automobile, l'électronique et l'énergie subissent déjà les conséquences de cette guerre commerciale, tandis que les décisions prises par les provinces canadiennes renforcent encore la pression sur l'économie américaine. Mais une question demeure. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller? Le Canada et les États-Unis, malgré leurs différends, restent des partenaires commerciaux majeurs. Pourtant, les mesures de rétorsion s'accumulent, et chaque nouvelle décision semble éloigner un peu plus les deux pays d'une issue favorable. Si ces tensions perdurent, quelles seront les répercussions à long terme sur les relations économiques nord-américaines? Et surtout, quel sera le prochain coup? Trump continuera-t-il à durcir le ton ou cherchera-t-il une porte de sortie? Le Canada renforcera-t-il encore ses représailles ou tentera-t-il d'apaiser la situation? Ces incertitudes pourraient redéfinir l'avenir du commerce entre ces deux géants. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Sommes-nous à l'aube d'un véritable effondrement des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, ou s'agit-il d'une tempête passagère?
Partagez votre avis dans les commentaires et si ce sujet vous passionne, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses.